Bonjour à toutes et toutes. Je vais redémarrer bien. C'est la deuxième conférence. J'en ai encore quelques-unes pour la fin de la semaine. Bonjour à vous toutes et à vous tous, chers amis. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir à l'occasion de cette conférence vers un nouveau référentiel AFNOR SPEC, achat solidaire. Pourquoi, pour qui? Inscrite dans le cycle des conférences qui se tiendront tout au long de cette semaine à l'occasion de la 3e édition de Handi Achat. Peut-être me présenter, je suis Joseph Ramos, je dirige Angeco depuis sa création et je fais partie de l'équipe Handi Achat, événement co-organisé avec notre partenaire Groupe Talent Handicap, Redouane Benani, que je salue et qui doit être derrière cet écran. Les Canaux et l'AFNOR ont souhaité développer un nouveau référentiel AFNOR SPEC autour des achats solidaires, un guide qui se veut opérationnel, un guide de bonne pratique qui devrait faciliter les achats pour les donneurs d'ordre publics et privés, soucieux de développer et de mettre en œuvre une politique d'achat solidaire. Alors, référentiel, point d'interrogation, normes, point d'interrogation, achat responsable, point d'interrogation, achat solidaire, point d'interrogation, achat inclusif. Quelle est la bonne sémantique lorsque nous parlons de biens et de services dispensés par les fournisseurs ESAT, EA, travailleurs indépendants, handicapés, TI? Comment ce nouveau référentiel s'inscrit-il dans le paysage des normes déjà existantes? On a entendu sur la conférence et la plénière d'ouverture parler de labels, de chartes RFR, relations fournisseurs et achats responsables. Pour nous accompagner aujourd'hui, Christophe Divy, il est directeur général de l'Agence des économies solidaires. Karine No est chef de projet groupe AFNOR, Ludovic Croyer, responsable développement au groupe AFNOR, et Isabelle Guggenheim travaille et intervient à la médiation des entreprises. Et pour ouvrir cette conférence, ma première question s'adresse à Christophe Divy. Christophe, on ne connaît pas bien l'Agence des économies solidaires, les canaux. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association? Je crois savoir que Yann Arthus Bertrand est votre prestigieux président et Sarah Ouramoun, elle est peut-être un peu moins connue mais vice-présidente, c'est quand même la boxeuse française la plus médaillée. Est-ce que c'est votre service d'ordre au canot? Quelle est la genèse de votre projet de référentiel, s'il vous plaît? Christophe, je vous laisse intervenir. Oui, bonjour à tous. Bonjour Joseph, merci beaucoup pour l'initiative et pour l'invitation. En tant que partenaire d'Andeco, on est ravis de ce salon Handi Achat et de contribuer en tant qu'intervenant sur cette séquence. Je salue aussi mes co-intervenants, Karine, Ludovic et puis Isabelle, en particulier Isabelle, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas revu, donc ravi de te retrouver ce matin. Donc oui, je suis le directeur de l'Agence des économies solidaires, qui est la filiale de l'association Les Canaux. L'association Les Canaux est en effet une association présidée par Yann Arthus Bertrand, avec un certain nombre de personnalités qualifiées dans le champ de l'économie sociale et solidaire, et Sarah Ouramoun en fait partie dans la gouvernance de ce projet associatif Les Canaux, qui œuvre à soutenir les acteurs de l'économie sociale et solidaire, avec un fort focus, c'est vrai, sur le secteur du handicap, bon, les autres secteurs historiques aussi de l'ESS, bien sûr, l'économie circulaire, et on essaye de les soutenir en les accompagnant dans leur développement économique. Et ça passe nécessairement par aller gagner du business, et c'est vrai que le levier des achats publics, le levier des achats privés est un levier important pour ces acteurs, à condition qu'on leur donne de l'information sur les opportunités qu'elles peuvent aller chercher et qu'on les accompagne effectivement à se structurer, à essayer de constituer des consortiums avec d'autres acteurs, je dirais, plus classiques ou plus conventionnels, notamment des grosses entreprises et des PME, des filiales de grands groupes, etc. Donc c'est ça le cœur du projet des canaux, c'est ça la conviction qui est la nôtre, qu'effectivement ces acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui ont un supplément dans les solutions qu'elles proposent, dans leur ancrage local, dans effectivement leur pratique inclusive en matière notamment de recrutement, et ben elles ont aussi besoin d'un supplément d'accompagnement pour aller chercher du business et consolider leur modèle économique. Et quand on a une conviction, il faut la faire atterrir, si je puis dire, il faut tester, il faut montrer que ça marche. Et c'est ce qu'on a fait depuis 3 ans à travers le grand projet de Paris 2024. Alors je dis le grand parce qu'effectivement, c'est un projet assez attractif et assez rayonnant. C'est un projet aussi d'achat volumineux. On a 7 milliards d'euros d'achats sur l'organisation et la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques pour faire en sorte que les acteurs de l'ESS, à travers ce qui s'appelle ESS 2024, qui est une plateforme d'information et d'accompagnement portée par les canaux, puissent faire en sorte que cet écosystème puisse être dans le dispositif d'organisation.
Alors, en termes de visibilité, parce qu'il faut profiter un peu de l'effet waouh, j'ai envie de dire, de Paris 2024 pour démontrer et rendre visible qui sont ces entreprises et quelles sont leurs solutions. Mais il faut aussi, c'est un projet économique, c'est un projet sportif, c'est un projet festif, c'est un projet populaire, mais c'est aussi un projet économique. Et donc, comment est-ce qu'on va activer ce levier économique des différents marchés publics de Paris 2024 pour faire en sorte que certaines des entreprises de l'ESS qui ont envie d'y aller, qui ont une solution à apporter, une valeur ajoutée à proposer, puissent le faire. Voilà, donc ça, c'est la plateforme ESS 2024, une plateforme qui informe, qui accompagne et qui est aussi, je crois que c'est important, puisqu'on est dans l'ESS et c'est aussi un des axes forts. Ça fait partie de l'ADN des canaux qui ne s'appellent pas simplement les canaux parce qu'on est dans le 19e arrondissement de Paris, à côté du bassin de la Villette. C'est aussi parce qu'on crée des passerelles et on essaye de faire des connexions entre ces différents acteurs de l'écosystème de l'ESS et notamment les acteurs institutionnels, les têtes de réseau, les services de l'État et effectivement les grands acteurs réseaux de développement ou d'animation dans le champ des achats et en particulier des achats publics durables. C'est vrai pour Andeco, c'est vrai pour le Conseil national des achats, c'est vrai pour la médiation des entreprises. Comment est-ce qu'on se sert maintenant de l'initiative qu'on a sur les JO pour faire en sorte que finalement ça puisse être transposé ou ça puisse être généralisé, ça puisse être étendu dans d'autres contextes. Alors, je le dis de manière prudente et mesurée parce qu'on n'a pas fini de travailler sur les JO, évidemment. Alors, on arrive bientôt au début 2022, donc on se rapproche de l'échéance. Chaque semaine qui passe nous rapproche de 2024, bien sûr. Et donc, il faut qu'on maintienne un niveau de mobilisation, d'investissement, de ressources importants sur l'ESS 2024 pour que la dynamique qu'on a réussi à créer autour de l'ESS 2024, qui est positive parce qu'on a plusieurs entreprises de l'ESS, en particulier du handicap. Je pourrais citer APF Entreprises, par exemple, récemment, qui rentrent et qui signent des contrats sur les JO. Et ça n'est qu'une première étape dans cette dynamique. Il faut qu'on la prolonge et il faut qu'on la maintienne jusqu'en 2024. Mais pour autant, et c'est pour ça qu'on a créé l'agence, qui est donc la filiale de l'association Les Canaux, finalement ce dispositif associatif, ce dispositif qui continue la politique publique de Paris 2024, peut être transposé dans d'autres contextes, en particulier dans le contexte qui est celui du plan de relance. Parce que il va y avoir, et il y a déjà un certain nombre d'opportunités d'investissement public, de marché public, de sous-traitance avec des grandes entreprises privées qui sont soutenues par le plan de relance, par les plans de relance. Et finalement, ce levier des achats publics durables, des achats publics locaux, est un levier important qu'il s'agit de mieux actionner. Et comment est-ce qu'on se sert modestement, mais efficacement, de l'expérience du dispositif d'accompagnement sur les JO avec ESS 2024 pour mettre dans le pot commun, finalement, des donneurs d'ordre et des acheteurs qui veulent embarquer dans cette dynamique, qui veulent aller plus loin dans cette dynamique de recours à l'ESS et de recours aux entreprises du handicap dans leur politique publique et dans leur politique d'achat. Voilà, donc ça, c'est l'objet de l'Agence des économies solidaires, faire en sorte qu'on prolonge et on accélère aussi la dynamique qu'on a enclenchée avec le projet de Paris 2024. C'est particulièrement vrai, je l'ai dit dans le contexte du plan de relance, mais il y a un contexte, et ça a été dit en partie ce matin dans la plénière d'ouverture de cette semaine importante d'Handiachat. Il y a un contexte légal, il y a un contexte aussi réglementaire au niveau national qui bouge de manière significative, qui a bougé ces derniers mois. Quelques exemples sans être trop détaillés ni trop techniques, mais avec les décrets d'application de la loi AGEC qui fixent un certain nombre d'obligations de recours sur des filières prioritaires, notamment sur la seconde vie et le réemploi. Pour les acheteurs publics, il y a aussi, bien sûr, la loi climat qui a été promulguée cet été, qui là aussi fixe des exigences et des objectifs d'amélioration dans le recours à des pratiques d'achat durable pour les donneurs d'ordre publics. Ça passe notamment par un levier important qui est le levier des schémas de promotion, des achats socialement et écologiquement responsables pour les collectivités locales. On attend le plan national des achats durables, nouvelle génération 2021-2025 qui devrait être publié de manière imminente et qui là aussi en matière de dispositions environnementales, de dispositions sociales dans la commande publique va assez loin en termes à la fois d'objectifs chiffrés mais aussi, et je crois que c'est important, d'objectifs de traçabilité et de suivi. Et donc vous voyez que l'environnement évolue de manière significative. Isabelle en dira un mot bien sûr. Il y a aussi une initiative pour que le label référentiel fournisseur achat responsable
à l'initiative partagée entre la médiation des entreprises, le Conseil national des achats, avec un soutien institutionnel du secrétariat d'État à l'ESS, puisse, dans le champ à la fois des acteurs publics et des acteurs privés, participer à cette dynamique nationale autour du développement des achats publics durables. Et donc, il y a nécessairement, vous voyez, de notre point de vue, un besoin d'outillage, un besoin d'apport de méthodes, de transfert d'expériences et de bonnes pratiques auprès de cet écosystème des acheteurs publics notamment, des acheteurs privés aussi. Et finalement, vous voyez, ESS 2024 avec Paris 2024, plan de relance et contexte légal, réglementaire qui bouge de manière significative et qui oblige les acheteurs à embarquer dans la dynamique. Tout ça nous a amené avec l'AFNOR à se dire comment est-ce que, modestement, nous aussi, en s'appuyant sur, bien sûr, un dispositif ou une boîte à outils qui est déjà assez fournie et assez dense, mais comment est-ce qu'on essaye d'apporter quelque chose de plus qui puisse venir renforcer un petit peu l'arsenal qui est à disposition des acheteurs publics qui veulent aller plus loin dans leur pratique de recours à l'ESS, dans leur propre politique d'achat. Donc c'est ça l'esprit, je dirais l'esprit initiateur de cette démarche qu'on coporte avec l'AFNOR, mais je dirais qu'on n'en est que les coporteurs avec l'AFNOR, parce que ce qui est important, c'est qu'un certain nombre de partenaires, ceux que j'ai cités en partie et puis d'autres, je pense au réseau de l'insertion en particulier, par l'activité économique, puissent être dans le tour de table des travaux, puissent se dire, bah non, regardez, là, il y a effectivement pas mal de choses qui existent déjà, donc ne doublons pas, ne se substituons pas à l'existant, et par ailleurs, là, sur un sujet peut-être plus précis, c'est là qu'il y a un besoin d'outillage plus important, et donc c'est véritablement ça qu'on attend de cette démarche qu'on a lancée il y a quelques semaines, c'est d'apporter un outil de plus, mais un outil qui ne se substitue pas du tout à ceux qui existent déjà, pour faire en sorte que dans le contexte national, avec cette grosse brique des JO, parce que c'est un élément qui jalonne un peu les prochaines années en 2024, on puisse effectivement être plus armé quand on est un acheteur public pour se lancer dans une démarche de recours à l'ESS et en particulier au handicap. Voilà. Bon, j'ai déjà été vachement long, Joseph. Tu n'hésites pas, tu m'arrêtes. Merci Christophe. Non, c'est des propos très enthousiasmants et on comprend bien la philosophie et la démarche qui vous amène à la modélisation, une certaine modélisation et de renforcer une boîte à outils à destination des employeurs publics et des employeurs privés et de l'ensemble d'ailleurs des acteurs. Vous avez parlé de l'insertion par l'activité économique et du secteur du handicap et EATI. Merci Christophe de cette introduction, de ces propos introductifs qui cadrent bien finalement quels vont être les contenus et les contours de cette table ronde et de cette conférence aujourd'hui. Alors, ma deuxième question s'adresse à Ludovic Royer. Et justement, je ne comprends pas, vous venez faire quoi? L'AFNOR vient faire quoi dans ces travaux? Alors, merci Joseph, c'est une très bonne question et ça va me permettre aussi peut-être de clarifier un petit peu les choses sur ce qu'est AFNOR et le rôle d'AFNOR. Alors, je ne sais pas si la présentation peut être projetée maintenant ou si je peux y aller, sinon sans présentation. Alors, je pense qu'il y a la présentation, mais Cynthia va facile pour, oui, je pense. Mais bon, commencez, Cynthia va vous rejoindre sur la présentation. Parfait. Bon, pour vraiment comprendre ce que c'est AFNOR, donc déjà, c'est un groupe associatif. Dans ce groupe associatif, vous avez différentes entités. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'entité normalisation. Donc, c'est dans ce cadre-là que s'inscrit la création du référentiel sur les achats solidaires. Alors, qu'est-ce que c'est que la normalisation? En gros, notre rôle, à nous, c'est de fédérer les acteurs d'un marché. Alors, quel que soit le marché, aujourd'hui, on est sur l'ESS, mais on peut aussi parler d'agroalimentaire, d'énergie, d'environnement, donc quel que soit le marché. On fédère les acteurs, on les fait travailler sur un document et en fait pour créer ce qu'on appelle des normes volontaires. J'insiste bien sur le terme volontaire parce qu'on n'est pas du tout sur la réglementation. On a vraiment un outil qui va appuyer, qui va servir. Il y a un micro qui est allumé là. Excusez-moi, Ludovic, j'entends un micro qui est allumé. C'est bon? C'est bon pour tout le monde. Allez-y, Ludovic, excusez-moi. Aucun souci. Donc, je disais, on fédère les acteurs d'un marché dans l'idée de créer, de co-créer des normes. Alors, ça fait un petit peu parler de jargon quand on parle de normes, mais en gros, ce sont des guides de bonnes pratiques, des recommandations, des référentiels qui vont servir aux différents acteurs pour développer leur marché, pour structurer les marchés, pour donner un langage commun. Donc, il y a vraiment cette idée de co-rédaction, de co-travail pour arriver ensuite à un document qui soit utile pour tous. Les acteurs, ils sont très variés. On travaille à la fois avec les entreprises, avec les pouvoirs publics, les associations, les think tanks. Ça dépend bien sûr beaucoup du sujet. Et c'est important, en fait, nous, on essaie d'avoir un tour de table, comme l'évoquait Christophe juste avant, le plus représentatif possible, parce que ça nous permet d'avoir à la fin un document qui soit utile et utilisable par tous. Et c'est important. Du coup, nous, on travaille vraiment sur la sensibilisation pour que les entreprises
et les organisations de manière générale comprennent l'intérêt de la norme, participent aux travaux, parce qu'ensuite, ça permet de définir des règles du jeu qui seront appliquées dans leur secteur. Donc, c'est important qu'ils soient là. Alors, merci. Oui, concrètement, c'est oui. alors concrètement, par rapport à la différence, vous parliez entre normes, oui, référentiel, qu'on comprenne bien. Quand on parle de normes volontaires, on est sur quelque chose de très structuré, de très encadré, et c'est la norme à la fin, elle est homologuée par les pouvoirs publics. On a une durée de création qui varie entre 2 à 3 ans en fonction de la difficulté et de la complexité du sujet. Ça nous paraissait beaucoup, aujourd'hui, 2 à 3 ans pour rédiger une norme sur ce sujet-là, déjà ça solidaire. Donc, on a d'autres services, d'autres prestations, entre guillemets. Donc, c'est l'AFNOR Spec. L'AFNOR Spec, ça veut dire juste AFNOR spécification. C'est un référentiel qui est élaboré en général entre 3 à 6 mois. Donc, ça peut être un peu plus long, un peu plus court. Mais en général, on est sur une période de 3 à 6 mois. On garde les mêmes principes de la normalisation, pardon. C'est-à-dire que le tour de table est ouvert à tous les acteurs qui sont intéressés et qui veulent participer. C'est un travail collectif. Donc, chaque personne intéressée peut prendre part aux travaux, peut rédiger, c'est vraiment des groupes de travail actifs pour que chacun puisse défendre sa vision du sujet. C'est un travail transparent. Donc, à chaque fois qu'on va lancer une AFNOR Spec ou une norme, c'est disponible sur notre site internet. On a l'information. Et voilà, la seule chose qui varie, qui a une grosse influence, c'est le temps d'élaboration entre 2 à 3 ans pour une norme homologuée classique et une AFNOR Spec. On est sur un temps beaucoup plus réduit, ce qui nous permet en fait de suivre les évolutions des marchés, de suivre les innovations et de proposer un premier cadre pour encadrer, entre gros guillemets, un secteur ou un service. Merci Ludovic Royer, c'est clair et c'est plus clair aussi pour moi. AFNOR Spec, on ne savait pas ce que c'était et maintenant on sait que ça vient de spécification et je suis rassuré. Christophe Didier nous a présenté la genèse, vous venez parler de la distinction et pourquoi l'AFNOR était présente dans ses travaux. J'accueille Karine No. Bonjour Karine. Est-ce que vous pouvez nous préciser qui participe à ces travaux? Parce que je crois que cohabitent à la fois des acteurs du champ de l'insertion par l'activité économique comme des acteurs du handicap. Et puis vous nous ferez un état des lieux de d'où vous en êtes en termes d'échéancier, puisque ces travaux ne sont pas aboutis, donc pas publiés publiquement sur le site de l'AFNOR. Donc Karine, pouvez-vous nous apporter ces précisions, faire cet état des lieux, s'il vous plaît? Bien sûr. Donc, merci de me donner la parole. Donc, bon, comme ça a été déjà mentionné par Ludovic et par Christophe, donc le projet a été lancé à l'initiative des canaux. Donc, c'est les canaux qui assurent en fait l'animation du groupe. On a lancé ces travaux avec eux et AFNOR vient en soutien de l'association. Il y a eu une première réunion d'information où on a exposé exactement ce que Christophe vient de présenter. Et suite à cette première réunion d'information, on a plusieurs acteurs qui viennent de différents horizons qui ont manifesté leur intérêt pour pouvoir participer à ces travaux. Donc, pour vous nommer, vous pouvez en fait, si vous souhaitez avoir la liste complète des gens qui participent, vous pouvez trouver la liste sur le site internet d'AFNOR. Mais juste donc pour vous mentionner, vous m'entendez bien? Oui, d'accord. Donc, pour vous mentionner quels sont les membres qui ont souhaité participer, je vous donne la liste. On a dans le désordre, pas d'ordre alphabétique ou n'importe quoi. On a la direction des achats de l'État. On a plusieurs personnes qui assistent aujourd'hui. On a notamment donc Isabelle qui est là donc avec la médiation des entreprises du ministère de l'économie et des finances et de la relance. On a ESS France, on a la Fédération des entreprises d'insertion, Andeco, bien évidemment, qui fait partie du tour de table, France Urbaine, l'Observatoire des achats responsables. On avait un intervenant lors de votre plénière d'ouverture, l'Obsar qui est présent, qui est un grand acteur, participe également aux travaux. On a différentes, comme l'a expliqué Ludovic, en fait, comme c'est un tour de table qui est ouvert à tous, on a certaines personnes donc, qui nous avaient été indiquées, qui étaient contactées déjà, qui étaient dans le réseau des canaux et qui donc étaient invitées à participer à ces travaux. Mais on a eu d'autres personnes donc, qui ont souhaité rejoindre les travaux. On a AB Certification, on a Square, donc différents types d'entreprises
qui participent et qui amènent leur expertise dans le tour de table et qui surtout viennent enrichir toutes les discussions qui ont lieu autour de ce sujet des achats solidaires. Donc, pour vous donner un peu un aperçu de comment les travaux se déroulent. Donc en fait, là, le guide dont on parle est en cours de développement. On a fait, jusqu'à présent, on a tenu 2 réunions de cadrage et ces réunions de cadrage nous ont permis de déterminer un peu quel serait le périmètre de cet AFNORSPEC et quel pourrait en être un plan. En ce moment, on a fait ces 2 réunions sur lesquelles le groupe, toutes les personnes qui étaient autour de la table, ont déterminé de quoi on doit parler, de quoi on ne doit pas parler, parce que comme ça a été déjà mentionné à nombreuses reprises, il y a déjà beaucoup de documents qui existent. Ça ne sert à rien, si vous me permettez l'expression, de réinventer la roue. Tout ce qui existe déjà dans le périmètre, sur le domaine des achats solidaires, est bien évidemment pris en compte dans nos travaux. Et donc, un premier document est actuellement en cours de rédaction avec les gens des canaux. Et nous avons une réunion qui sera prévue début janvier. Et donc, la méthodologie, c'est assez simple en fait. Tous les gens qui participent aux travaux sont invités à faire des commentaires sur le document qui sera proposé, qui va être diffusé très prochainement aux membres du groupe. Et donc, via des échanges et via toutes les discussions, le texte sera mis à jour et on incorporera donc tout le Oui, nous résultat avons de ces retrouvé, discussions. nous avons retrouvé, c'est de ma faute, Carino, je m'en excuse auprès de Ludovic, mais on mettra peut-être votre document, si vous nous autorisez, sur le stand d'Andeco pour qu'on retrouve l'ensemble des éléments. Là, c'est le document, le PowerPoint. On va passer, Cynthia, si vous pouvez aller juste avancer sur le diapo un tout petit peu. Si vous voulez aller jusqu'à… Oui, il y en a une qui s'appelle le plan du guide opérationnel. Voilà, exactement. Vous voyez, c'est très en direct et c'est aussi l'agilité du secteur du handicap et l'adaptabilité et pouvoir intervenir. Et donc, vous avez le diapo qui déroule, Karine, et nous sommes à votre disposition pour poursuivre votre intervention. Vous avez encore 2 minutes. C'est parfait, c'est tout ce dont j'ai besoin. Donc là, vous voyez à l'écran, en fait, c'est le plan qui a été… le plan proposé en fait pour le premier jet de ce document. Donc, suite aux discussions qui ont eu lieu lors des 2 premières réunions, les canaux sont en train de rédiger un document, ce guide opérationnel et de bonne pratique qui se présenterait donc selon le plan suivant. Donc, avec un domaine d'application qui permet de déterminer quel est le périmètre du document. Et puis, bon, après, on a une structure quand même un peu, même si c'est moins strict, moins formel qu'une norme comme Ludovic l'expliquait auparavant, on a quelques paragraphes dont on ne peut pas passer à côté. Donc, les références normatives, en fait, ce document en fait permettra de récapituler quels sont les documents qui sont déjà existants. Donc, ça permettra de faire un état des lieux, de déterminer quels sont les termes et les définitions, puisque en fait, l'un des rôles majeurs de la normalisation, c'est de permettre à tout le monde d'utiliser un langage commun et que tout soit fait pour que les personnes utilisent les mêmes termes et que quand on parle, on se comprend. Donc, des termes et définitions, une présentation de l'ESS, quels sont les bénéfices attendus, une proposition de méthode détaillée, reprise des indicateurs qui sont déjà existants et puis la mesure d'impact et les résultats de suivi. Donc, si vous voulez juste un petit clic supplémentaire et vous verrez en fait quel est le domaine d'application. Voilà, parfait. Je vous ai copié. Donc, ça, c'est vraiment la base, le document de travail qui est en ce moment en cours de développement. Je vous ai mis là quel est le périmètre qui a été déterminé. Donc, vous pouvez voir que ce document aura pour vocation de donner aux donneurs d'ordre un cadre d'application, une méthodologie et des indicateurs pour favoriser le recours aux entreprises de l'ESS lors de l'acte d'achat. Donc, c'est exactement ce que vous a expliqué Christophe lors de son intervention. Et ça vous donne aussi la cible de ce document, puisque vous voyez que ce document est bien adressé aux donneurs d'ordre.
Merci Karine No de votre présentation et encore toutes nos excuses pour le décalage entre votre présentation et les documents en ligne. Est-ce que nous pourrons le diffuser, ce document, sur le site internet, Karine, Ludovic? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut diffuser ou pas du tout? Bien sûr. Bien sûr. Oui. Oui, D'accord, donc on le mettra en ligne. Alors moi j'avais deux questions. Alors nous avons bien compris la genèse du projet, l'intervention donc de l'association Les Canaux avec l'AFNOR. J'ai bien compris que c'est un document très participatif puisque indépendamment de la conduite éditoriale de Christophe Divy et de ses équipes sur ce projet, donc tout le monde peut intervenir, éventuellement rédiger et participer. Moi, vous parliez de langage commun et sur ce point, Karine, ça c'est important. On parle d'achat responsable, d'achat solidaire, d'achat inclusif. Si on n'est pas d'accord sur la sémantique et sur ce que recouvre cette sémantique, on n'y arrivera pas parce que certains parlent d'achat responsable, on leur dit mais non, c'est les achats solidaires, c'est le handicap lié à eux. Et puis on arrive aujourd'hui avec l'inclusion, ces achats inclusifs. Est-ce que ce document, est-ce que ce référentiel va permettre d'y voir clair? Vous parliez de l'ensemble des outils existants, des réglementations. Est-ce qu'on va y voir clair sur quand on parle d'achat, de quoi on parle? D'achat solidaire? De quoi on parle? Mais justement, c'est le but du document. C'est vraiment essayer de clarifier la situation le plus possible et pour que justement, comme vous le disiez très à propos, certains parlent d'achat solidaire, certains vont parler d'achat responsable. Les gens se disent oui, alors est-ce que c'est la même chose, est-ce que c'est pas la même chose? Donc le but de ces discussions justement et de ce document, c'est de faire que quand on parle, quand on utilise un terme, on sache bien ce qui se cache derrière et que tout le monde puisse utiliser un terme, qu'on se mette d'accord en fait sur un terme commun et qu'on utilise tous. Si c'est la même chose, bah, que ce soit mentionné dans le document pour dire quand on parle d'achat solidaire, ça veut dire aussi achat responsable, ou si c'est pas la même chose, quand on parle d'achat solidaire, voilà en quoi ça diffère d'achat responsable. Donc c'est la raison pour laquelle je mettais un peu en exergue le fait qu'il y ait les termes et les définitions qui seront très importants dans ce document. L'échéance de la publication de ces travaux, c'est quoi, votre avis? 2022, c'est quoi? C'est premier trimestre, deuxième trimestre? Comment vous... Il reste encore, donc là, on entre vraiment dans la phase de rédaction du document. On a bon espoir de pouvoir publier avant l'été. Donc avant l'été, donc voilà. vous reviendrez nous présenter vos travaux à l'occasion de la 4e édition de HandiAchat, si j'ai bien compris, Madame No. Avec plaisir. Très bien. Isabelle Guggenheim, bonjour. Bonjour Isabelle. Nous étions avec Pierre Pelouzet et on a beaucoup parlé de la médiation et de l'implication de la médiation pour promouvoir les achats responsables, puisque vous faites ça depuis de nombreuses années. La norme, on a parlé de norme 26 000 sur la responsabilité sociétale. Elle a été publiée dès 2010. L'ISO 20400, qui était sur les achats responsables, sa déclinaison sur les achats responsables. Pierre nous a parlé du label, de RFR, relations fournisseurs et achats responsables, de la charte des achats responsables, du parcours, d'un parcours qui va être initié en lien avec le ministère de l'économie sociale et solidaire et responsable. On a un peu du mal à s'y retrouver. Alors peut-être, est-ce que vous pensez, on pensait qu'on va s'y retrouver et parlez-nous de ces travaux complémentaires qui sont déjà publiés, qu'on sache un peu le périmètre de tous ces travaux. Et merci Isabelle d'avoir accepté de participer à cette table ronde. C'est moi plutôt qui remercie. Effectivement, Pierre a tracé les grandes lignes et c'est un formidable orateur pour ceux qui l'ont déjà écouté tout à l'heure. Donc, je vais me glisser un peu dans les interstices. Pardon. Donc, effectivement, j'ai fait une petite présentation. Il y a 5 diapos. Donc, la première, c'est une diapo d'introduction. Donc, je vais faire une petite intro et puis on passera directement à la diapo numéro 2. Donc, pour vous resituer le contexte, Joseph... Vous partagez la présentation, Isabelle? Je ne peux pas la partager, je suis invitée. Alors, donc, on doit la voir chez nous dans nos... Oui, vous l'avez, je l'ai renvoyée il y a quelques minutes à Cynthia. Ah bah, on va la voir, alors il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, on va juste, Isabelle, le temps qu'on cadre la présentation, vous vous présentez, vous faites quoi à la médiation?
Oui, je vais me présenter rapidement. Moi, j'ai fait la médiation des entreprises il y a 3 ans, à la fois pour travailler sur des chantiers transverses, donc le chantier dont on parle en fait partie. J'ai aussi, enfin, il y a plein de choses, mais j'ai aussi travaillé sur la promotion, on va dire, du service public de la médiation des entreprises vers les acteurs de l'économie sociale et solidaire en général, le monde associatif ou d'autres, parce que c'est un service, Pierre l'a dit très rapidement, qui est très accessible en ligne et qui est ouvert vraiment, qui est gratuit, qui est confidentiel et qui est ouvert à toutes sortes d'entreprises. Et vous savez que les associations employeuses sont des entreprises Absolument. et donc peuvent solliciter la médiation en amont de conflits pour éviter qu'ils s'engagent dans des procédures complexes, coûteuses et quelquefois pas efficaces, puisqu'on sait bien que le temps est un facteur de solution important. Voilà, alors je voudrais resituer un petit peu ce qui a été dit. Bon, il y a une grande richesse, hein, on voit bien que notre difficulté à tous, c'est pas le manque d'éléments, c'est plutôt le trop-plein. Donc nous, cette année, on a essayé d'organiser un petit peu les choses déjà, à notre niveau, en signant une convention de partenariat avec ESS France, qui définit vraiment des objectifs communs, mais pour au moins penser systématiquement à partager un certain nombre d'échéances. Et ça a donné lieu, il y a quelques semaines, vous savez que le mois de novembre, traditionnellement, c'est le mois de l'ESS. Et donc, nous sommes intervenus dans un certain nombre d'événements. Et Pierre Pelouzet a été le parrain de la semaine dédiée au schéma de promotion ASER, les SPASER, qui sont pas toujours très, très dynamiques. Et c'était vraiment l'occasion de donner un coup de projecteur sur ces éléments. Et donc, il est intervenu, et moi-même également, dans plusieurs rencontre. Donc, notre présence aujourd'hui, elle s'inscrit dans cette dynamique. Et parallèlement, Christophe l'a très bien dit, on est en contact avec des acteurs importants, notamment les canaux à travers cette plateforme qui est un outil formidable. Et ce contact-là, il est antérieur aux travaux dont on parle aujourd'hui. On est également en contact avec la FEI, les entreprises d'insertion, qui ont un outil de certification qui sont en train de faire évoluer vers un label qui est vraiment de grande qualité. Donc là, on va aussi formaliser sans doute un accord avec eux, toujours dans cette idée de raccrocher à tout ce qui peut être raccroché. Et je citerai aussi, même si on n'est pas strictement dans le champ qui nous rapproche aujourd'hui, les travaux qu'on a conduits avec le label Lucie, qui a un référentiel de très grande qualité. Et quand je dis ça, vous verrez, c'est ce que je montrerai dans les diapos suivantes, mais on n'y va pas tout de suite. C'est très important vraiment, quand on veut avancer, de travailler vraiment très concrètement. C'est ce qu'on a fait avec le label Lucie. Je le dis d'autant plus que ce n'est pas moi qui l'ai fait. J'ai vu l'aboutissement qui était formidable. On a vraiment matché tout le process du référentiel et de la méthodologie vers le label, et on a tout matché ensemble. C'est ça qu'on va faire. Hein. C'est un gros travail. On l'a fait, on est en train de le terminer avec FUI. C'est un travail très technique et c'est ça qui est important. Alors, je décris rapidement ce que vous voyez sous les yeux. Donc, la dynamique, le rapport Olivia Grégoire, on en a parlé ce matin avec un membre de son cabinet également. Aujourd'hui, on a plus de 2300 signataires de la charte. La charte, on l'a fait évoluer cette année. Il y a une nouvelle charte qui a été rendue publique il y a quelques semaines. Donc, on a globalisé. Donc, on a là-dedans, évidemment, la très grosse majorité sur les signataires de la charte d'origine. Et on a déjà des signataires de la nouvelle charte qu'on a voulu simplifier. On a fait quelques modifications, mais là, je n'aurai pas le temps de rentrer dans le détail. Mais tout est en ligne sur notre site Internet. Et on a donc aujourd'hui 62 organisations privées et publiques labellisées. J'insiste là-dessus parce que c'est important, ça fait partie de la dynamique qu'on souhaite encourager. Dans les signataires, bien sûr, et dans les labellisés, on a des organisations, des collectivités publiques, on peut avoir des ministères, on a des collectivités locales, et ça, c'est un gros travail qu'on mène en ce moment de mobilisation, ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure, de donneurs d'ordre publics dans cette démarche achat responsable, donc déjà à travers la signature de la charte, et plus loin encore vers le label. Mais je reviendrai sur un autre point après. Donc j'ai fait un petit topo aussi sur la méthodologie, c'est très important, et je pense que dans les travaux qu'on mène avec AFNOR et avec tous ceux qui sont dans ce groupe de travail, il faut bien avoir ces fondamentaux partagés. Hein. Donc l'évaluation menée par un tiers externe, un référentiel, donc en ce qui nous concerne, c'est la charte,
qui est adossé sur la norme préparée avec la FNOR, et puis un jury qu'on anime avec le CNA. Donc, toutes les étapes sont importantes pour avoir ce qu'on appelle un label robuste, et c'est la démarche que nous menons. Alors, je vais passer, si vous me permettez, à la deuxième diapo. Donc là, rassurez-vous, je ne vais pas tout décrire, mais je rappelle les 10 engagements des signataires de la charte. Donc, certains ont évolué, donc je ne vous fais pas la comparaison avec l'ancienne rédaction. Je vais juste faire un focus sur 2 points. Donc, le reste est plus général. Donc, intégrer les problématiques de responsabilité environnementale et sociétale. Donc, ça fait partie, et c'est décliné bien sûr, hein, mais c'est l'un des 10 engagements cadres de la charte. Et veiller à la responsabilité territoriale, je l'ai souligné aussi, parce que je pense que c'est très important, la notion de proximité, de territoire, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans les réflexions qu'on a aujourd'hui. Il faut vraiment rapprocher toujours hein, les acteurs, c'est aussi des discussions qu'on a eues dans le cadre avec la plateforme 16 2024, la proximité, c'est un outil important. Voilà, donc je ne veux pas vous embêter et je vais passer à la diapositive suivante. Donc, très bien, Isabelle, vous avez 4 minutes, Isabelle, comme ça qu'on puisse avoir des échanges avec nos visiteurs et nos intervenants. 2 fois 2, donc vous voyez, je n'ai pas perdu de temps. Donc le label, il y a 5 domaines, 15 critères d'évaluation. Là aussi, j'ai listé les 5 domaines et j'insiste juste sur le 4e, qui est un peu plus, et j'ai mis 3 points donc, dans le 4e, l'intégration de la responsabilité sociétale dans le processus achat. Le sourcing, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais ceux qui travaillent sur ces sujets savent que c'est extrêmement important et que ça se prépare. Et puis l'intégration à la fois des spécifications dans le cahier des charges et l'intégration des performances RSE des fournisseurs et sous-traitants. Ça, c'est très important aussi parce qu'on veille toujours, nous, à travailler sur toute la chaîne. Il y a une déclinaison qui est très importante entre toute la chaîne de travail et on voit bien que, je ne sais pas quel est le bon terme, ça infuse vers les sous-traitants, c'est très important également. Voilà, il me reste 2 minutes pour la dernière diapo. Donc ça, c'est ce que Pierre a dit tout à l'heure et c'est vraiment notre apport 2021. On a un petit décalage, malheureusement, pour la mise en ligne de l'autodiagnostic. Et donc, je voulais illustrer ce qu'on comprend mieux, je pense, quand on le visualise. Et puis, bien sûr, Joseph, ce sera à disposition des auditeurs et sur le site. Donc, on a vraiment construit ce parcours parce que, comme vous l'avez vu, on a 2300 signataires, on a plus de 60 labellisés, mais le taux de transformation, on peut l'améliorer. Hein. On n'est pas dans on joue pas dans la même cour. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va proposer aux signataires de la charte 2021, la nouvelle version, de réaliser cet autodiagnostic qui est prêt, mais il y a eu une évolution d'outils de la plateforme sur laquelle il doit être, et donc malheureusement, pour nous c'est prêt, mais il y a un petit décalage, mais on espère qu'il sera publié en 2021. Donc cet autodiagnostic, on va vraiment engager les signataires de la charte à le faire. Pourquoi? D'abord parce que c'est vraiment un parcours pédagogique. À chaque question, il y a des ressources, il y a des sites ressources, et tous ceux qui sont autour de la table ou dans les auditeurs de cette séance seront bienvenus pour enrichir ces sites ressources. Et donc, c'est le premier pas vers la démarche vers le label. Donc, c'est vraiment pour prendre un peu la main des signataires de la charte pour leur dire ne vous arrêtez pas là, on vous engage à aller plus loin vers une démarche d'élaboration d'un plan de progrès, d'une évaluation pour aller vers le label. Donc, c'est un peu pour dédramatiser, pour dire vous aussi, vous pouvez le faire. Donc, voilà les questions fondamentales. Voilà déjà des éléments pour vous aider à y répondre. Ça, c'est toutes les ressources qu'on propose dans l'autodiagnostic. Et puis, maintenant, on est à vos côtés pour aller plus loin vers le label. Donc, on espère que ce parcours va être bien connu, lisible et que tout le monde pourra se l'approprier. Et dernier point, Joseph, je termine en disant qu'il y a énormément d'informations quand on rentre sous médiateur des entreprises sur le site du ministère des Finances. J'insiste parce que ce n'est pas intuitif, mais c'est bien référencé. Et vous verrez plein d'éléments sur ce dont on parle, et aussi parce que ça fait partie de notre démarche pédagogique, et là encore, ça concerne tout le monde, un certain nombre de petites pratiques, oui, on les appelle des guides, qui sont téléchargeables, là, tout est accessible, tout est gratuit, et qui peuvent être extrêmement utiles pour tous ceux qui nous intéressent, qui sont présents à cette table ronde. Donc n'hésitez pas, on les conçoit vraiment comme des petites fiches
il y a 10 fiches par dossier, c'est très téléchargeable, c'est très facile. Et c'est important parce que quelquefois, on est bien consciente, ce que produisent les politiques publiques, ça peut être compliqué. Donc, on essaye, comme le disait Pierre, d'être un peu un passeur. Voilà, je pense que Merci Isabelle Guggenheim. Et merci à tous pour cette Merci Isabelle Guggenheim, c'est très intéressant. Est-ce que, Cynthia, est-ce que nous avons des questions au service SVP 1111? Donc, vos propos conclutifs, Isabelle, me renvoient justement à ce lieu de mutualisation, parce qu'on dit, vous parliez plutôt du trop-plein, moi je parlerais de profusion. C'est vrai qu'il y en a partout. Donc, est-ce qu'il existe aujourd'hui, est-ce que la médiation est ce lieu un peu de mutualisation sur lequel on va retrouver tous ces outils et pour l'acheteur et pour le fournisseur s'y retrouver un peu par rapport à tous ces labels, ces référentiels qui existent et ces normes qui existent, parce que ça, ce serait intéressant. Et comme vous le dites, il faut que ce soit assez pédagogique, parce qu'on se rend bien compte depuis ce matin qu'il y a beaucoup d'informations que les gens ne la maîtrisent pas parce qu'ils n'ont jamais entendu cette information-là. Et donc, la question de la communication, le faire, on parle toujours du faire et du faire savoir. Et on sent bien que sur le faire savoir, là, il y a quand même beaucoup de travail encore. Et vous parliez de cet accompagnement. Et je pense que là, on entend parler de sigles, de SPASER, de PNAD, et les gens sont perdus. Il faudrait un lieu de simplification, un lieu qui soit très pédagogique, qui permette rapidement de comprendre où on est, où nous sommes, dans quel environnement, quels outils existent, s'ils s'adressent plutôt à quel type. Vous parliez de parcours là d'achat. Nous, pour le salon, nous présentons des parcours personnalisés pour guider le visiteur sur des conférences qui sont les plus appropriées par rapport à son profil. Et là, je pense qu'il y a vraiment un gros travail de mutualisation et j'espère que le référentiel va donner déjà quelques réponses et que la médiation, alors je ne sais pas si c'est la médiation qui a vocation à être ce lieu de mutualisation, mais en tout cas, il y a besoin d'un lieu de mutualisation qui soit un observatoire et qui puisse... Oui. Isabelle, ça vous fait réagir? Oui, allez-y. Tout à fait, parce qu'effectivement, il y a vraiment le côté positif, c'est qu'il y a vraiment un engagement, une volonté d'avancer avec de très nombreux acteurs qui, effectivement, comme on l'a tous un petit peu dit, ne parlent pas nécessairement le même langage, n'ont pas les mêmes outils, n'ont pas les mêmes agendas. Donc, il y a une grande richesse, hein, ça c'est certain. Il faut essayer de la mettre un peu en perspective, peut-être avec des échéances comme le grosse échéance de 2024. Et pour répondre plus précisément, bon, la médiation des entreprises, c'est un service vraiment qui offre des espaces de dialogue. Alors, au sens strict, la médiation interentreprise, c'est l'entreprise A et l'entreprise B. Donc, mais Pierre le porte depuis 10 ans de façon beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'on ouvre des lieux de dialogue dans des secteurs d'activité, dans des filières. On peut offrir un espace neutre de réflexion et de discussion. Bon, on ne va pas non plus doublonner avec les travaux pilotés à ce jour par les canaux et par l'AFNOR. Donc, on n'a pas vocation à le faire pour tout, mais en tout cas, c'est un espace accessible qui vraiment, je reprends les mots de Pierre, est là pour favoriser le dialogue, la confiance entre acteurs économiques et c'est ouvert à de très nombreux acteurs. Donc, n'hésitez pas, on peut vous offrir des lieux de réflexion et accompagner ces changements. Merci Isabelle. Donc, on voit bien qu'il y a la question de la sémantique et de la définition. Moi, je repense aux achats solidaires, mais après, il y a bien la question de l'appropriation. C'est-à-dire que est-ce que le corps social s'approprie cette définition? Vous parliez d'acteurs comme France ESS, comme la Fédération des entreprises d'insertion, comme l'UNEA, comme Andeco, comme les canaux. C'est vrai que ça fait beaucoup. Là aussi, nous avons une profusion d'acteurs. Donc, nous avons une profusion de travaux, mais qui est liée à cette profusion d'acteurs. À un moment, je crois qu'il faut faire simple et s'accorder sur des choses simples. Et il n'y a que comme ça qu'on avancera sur cette appropriation des achats solidaires et faire avancer la cause. Christophe Vivi, Carino, vous vouliez réagir là? Je regarde l'heure, il est 12h25, il nous reste 4 minutes et vous aurez 1 minute pour intervenir en mot de conclusion et je vous demanderai quel est votre vœu le plus cher à l'horizon de cette année 2022. Donc ça vous laisse le temps de vous préparer. Christophe, est-ce que vous souhaitez réagir par rapport à ce qui s'est dit?
Peut-être un mot pour réagir sur la nécessaire mutualisation. Effectivement, alors je ne sais pas s'il faut parler de plateforme, parce qu'en réalité, ça devient un peu galvaudé comme terme, parce qu'on pense plateforme de matching et donc mise en lien entre fournisseurs et prescripteurs d'une certaine manière, alors que on voit bien que là, ce dont on parle, c'est une forme d'outils qui permettent assez vite d'identifier quels sont observatoire. Est-ce que le terme observatoire convient? Observatoire est pas mal parce que ça apporte la dimension un peu étude, prospective, analyse, etc. Mais ça manque peut-être l'observatoire de la dimension aussi très pragmatique et très outillage ou très méthode. Centre de ressources. Centre de ressources. Tout à fait. Et donc, il me semble que dans la suite qui sera donnée au PNAD, au Plan National des Achats Durables, alors c'est vrai que ça fait beaucoup de sigles un peu techno, j'en suis navré, mais il me semble qu'effectivement, le plan est important, mais je dirais qu'il n'a qu'une dimension de planification, ce qui est déjà très bien. Et derrière, c'est les conditions de mise en œuvre et d'application de ce plan qui sont importantes. Et ce centre de ressources, appelons-le comme ça, partenarial, multipartenarial, parce qu'il faudra aussi qu'il soit territorialisé avec notamment les plateformes. Là, pour le coup, ce sont des plateformes régionales d'acheteurs publics. Il y en a certaines qui sont déjà très efficaces sur ces sujets-là. Donc, je pense que c'est ce message-là, peut-être, si je devais formuler un souhait, merci, un vœu, en lien avec notre thématique des achats, oui. qui puisse nous porter pour 2022. Si vous le souhaitez, il n'y a pas de consigne, c'est pas préparé en amont. Qu'on puisse porter un peu cette démarche mutualisée. Et on retrouve là la coopération et le mutualisme, quand même des valeurs fortes dans l'ESS. Donc je pense qu'il faut qu'on en soit aussi les porteurs entre ces différents services, opérateurs, etc. Ça me semble important. Et puis, s'il fallait faire un souhait pour sortir un peu de la dimension parfois un peu technique des achats publics durables, je pense que c'est de bienveillance que nous avons tous collectivement très besoin sur cette année qui commence. Et voilà comment est-ce que je conclue ma prise de parole, Joseph, en remerciant tout le monde une fois de plus. Voilà. Merci Christophe Divy pour ce mot et ce vœu à l'aube de 2022. Karine No, même exercice pour vous, s'il vous plaît. Je pense que en fait, ce que Christophe a dit résume très bien l'optique de ces travaux et je partage entièrement le vœu le vœu de Christophe. Je pense que voilà, on a bien besoin pour 2022. Je pense que l'empathie, la bienveillance, ce seront les maîtres mots pour 2022. Et j'espère que, pour en revenir à nos travaux, que justement ce référentiel pourra permettre de, comme on a dit, mettre tout le monde autour de la table, fait qu'on se comprend bien et qu'on arrive à mener à bien cette belle mission qui est de développer les achats responsables et de faire que si on prend les Jeux Olympiques en objectif, qu'on arrive et qu'on ait de beaux Jeux dans des bonnes conditions. Voilà. Merci Karine No. Même exercice pour vous, Ludovic Royer, s'il vous plaît. Oui, Ludovic, à l'écran à nouveau. Je vais tenter d'être un petit peu original. Je vais espérer que 2022 soit une année où on pense un peu plus à la normalisation pour justement soutenir les nouveaux marchés et les secteurs d'avenir, comme le SS, mais il y a aussi d'autres secteurs qu'on voit émerger en ce moment. Et cet exercice-là, en tout cas, j'espère que ce référentiel-là qu'on est en train de construire servira d'exemple et pourra ensuite aider, en tout cas donner la puce à l'oreille à d'autres acteurs pour se dire on pourrait peut-être faire un référentiel, ça va nous aider pour développer ce qu'on essaye de faire. Voilà. Merci Ludovic Royer. Même exercice. Isabelle Guggenheim, on conclura par vos propos et votre vœu à l'occasion de cette nouvelle année. Merci. À l'aube. Je pense que la bienveillance, elle est là, l'énergie, elle est là, l'engagement, il est là, donc pas de raison qu'on s'arrête en 2022. J'aurais juste deux petits points. Premier point, en vous écoutant tous, je me dis que ce qui est important, nous on l'a vraiment vécu pour la mise en place de l'autodial, c'est l'expérience utilisateur. Je pense que dans tous nos travaux, il faut vraiment qu'on ait ça en tête à différents clics, on va dire à différents moments, qu'on se pose la question de qui va l'utiliser, à quoi ça va servir. C'est vraiment, on progresse beaucoup quand on fait ça. Voilà. Et puis mon vœu, c'est que j'aimerais bien vous voir autrement que derrière ma machine. Et c'est vrai que je crois que ce groupe de travail, depuis qu'il existe, en fait, il ne s'est jamais réuni. Donc, je suis sûre que le jour où on se verra, on va faire plein de grands pas beaucoup plus facilement. Donc, voilà. Mais c'est un vœu qui n'est pas très spécifique. Plus sérieusement, on se rend compte quand on sort un peu de son télétravail qu'en se croisant dans un couloir, en ouvrant une machine à café, on se dit plein de choses qu'on ne se dit pas
quand on se voit comme ça, parce que là, on est très cadré, on est très minuté, on fait très attention. Et donc, l'intelligence collective, le côté un peu spontané, on en a besoin. Donc, j'espère qu'en 2022, on va le retrouver. Très, très bien. Merci Isabelle C'est à l'échelle. Guggenheim. Donc, rendez-vous chez Isabelle Guggenheim, donc physiquement. Nous laisserons son adresse sur le site Andy Achat, dans le site de Rondeco. Il n'y a pas de souci. Ah, mais je préfère aller au piano, je peux aller au piano sans problème. C'était un petit mot d'humour de conclusion. En tout cas, merci à vous quatre, merci à tous les intervenants d'avoir participé à cette conférence. Merci, c'est un peu plus clair, mais nous attendons vraiment vos travaux, la finalisation de ces travaux. Et si je peux formuler un vœu, ce serait que ces travaux soient finalisés avant l'échéance de l'été prochain, comme vous l'avez signalé, Karine No, et pouvoir être présentés à l'occasion d'une conférence à Andy Achat 2022. Merci à vous quatre. Et encore merci, et vos travaux, si vous nous y autorisez, seront publiés dans le site Andeco, sur le site internet de Andy Achat. Merci à vous et à très bientôt. Prochaine conférence cet après-midi à 15h autour des compétences de l'acheteur de demain. On parle beaucoup des achats. Que nous demande-t-on aux acheteurs? Quelles sont ses missions et quelles sont ses missions aujourd'hui? Que va-t-on leur demander demain? Donc, je vous invite à participer à la prochaine conférence qui aura lieu à 15h avec notamment Sylvie Noël, responsable des achats de Covea. Vous retrouverez Bertrand Pouillot, responsable des achats de Enedis, et François Demouveau, qui est responsable des achats territoriaux, je vais y arriver, pour le compte du groupe La Poste. Donc, 3 directeurs achats à 15h, et je vous souhaite un bon appétit. Merci Joseph, et bienvenue à la médiation quand vous voulez. Et nous viendrons, Isabelle, et sans masque. Je vous le promets, nous viendrons.